Le bonheur est insaisissable. La sagesse des individus sait qu'il n'existe que dans le souvenir. On ne saura qu'après, qu'à telle ou telle époque, on était heureux sans le savoir. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, cette citation, elle est tirée de Sénèque, de Paul Venn. Et moi qui suis d'un tempérament, d'une complexion mélancolique, j'ai intégré dans ma vie cette phrase. Je l'ai intégrée de telle sorte que lorsque je vis un moment heureux, j'ai une parfaite connaissance de ce moment. Je sais avec certitude que je suis heureux. Et je sais également, quand viendra le temps de me rappeler ce moment, j'y trouverai à nouveau de la joie. Alors c'est ainsi qu'en grand gourmand, j'ai accumulé des réserves, des provisions de joie, car très tôt dans la vie, j'ai su combien la vie était difficile. Vous voyez, tout peut se tenir ensemble. Ayant eu très, très, très tôt fait l'expérience de l'abandon, de la pauvreté, de la solitude, les moments de joie que j'ai eus, même dans ces périodes-là, je les ai conservés précieusement. Et plus tard, pour toutes sortes de raisons qui m'échappent, la vie a fait pour moi de très, très belles choses. Mais j'ai pris l'habitude d'empiler les moments de joie. Alors donc, Eric Wilson, dans ce livre de Stéphane Osmond, À la poursuite du bonheur, un livre d'entretien avec divers auteurs, dont David Serban-Schreiber, Boris Cyrulnik, Daniel Kahneman. Donc, Eric Wilson a écrit un livre. Eric Wilson est un professeur d'université, de littérature, à l'université américaine. Il a écrit un livre qui s'appelle Contre le bonheur. Un assez bon titre d'ailleurs. Et il faut prendre soin de distinguer la mélancolie et la dépression. Cette dernière est une forme de paralysie, de léthargie, d'apathie, un état terrible qui doit être traité. En revanche, telle que je la conçois, la mélancolie relève de l'envie de mener une vie plus riche. Elle est la source de notre pouvoir créatif. Elle nous permet de remettre en question les règles qui nous régissent. Elle provoque une introspection sur notre conception de la vie et sur nos potentialités qu'il serait impossible de découvrir en se contentant d'une vie tranquille. C'est donc un sentiment naturel et un élément essentiel à toute vie digne de ce nom, même si certains l'éprouvent plus facilement que d'autres. Nous serions réduits à l'état de monstres, aliénés et délirants, si l'on parvenait à l'éradiquer. Comment ceux qui ne réussissent pas à être heureux sont-ils considérés aux États-Unis? Y a-t-il une pression sociale qui pèse sur eux? À mon avis, ils sont frustrés et culpabilisés. Ils font pourtant tout leur possible pour être heureux, alors même que leur vie n'est pas rose ou qu'ils sont d'une nature mélancolique. Dans un essai intitulé Experience, Emerson, l'un de mes auteurs cultes, fait dire à un personnage: J'ai un ami qui s'attend à être heureux tous les matins au réveil. Il travaille tellement à son bonheur qu'il en oublie tout le reste, sans pour autant parvenir à satisfaire ses désirs. Il est donc condamné à une éternelle frustration.
Un autre personnage lui répond, mais moi qui n'attends pas grand-chose au réveil, je prends la vie comme elle vient, avec le vacarme et la cacophonie des contraires. Si l'on sait que l'existence est faite de complications, de contradictions, alors on a plus de chances d'être satisfait. Rechercher une trop grande sécurité nous condamne à passer à côté et nous enferme dans la paranoïa. Si l'on accepte l'incertitude, on a plus de chances de se sentir mieux. Ne craignez-vous pas de faire la promotion de la tristesse permanente? Il faudrait alors décréter que la mélancolie est la meilleure façon de vivre. Mais ce serait tout aussi absurde que de vouloir être heureux à chaque jour. L'individu peut tout aussi bien s'enfermer dans un bonheur superficiel que dans une tristesse superficielle. Dans la culture américaine, le mouvement gothique, par exemple, aime afficher une grande tristesse. C'est dangereux. Glorifier la mélancolie revient à réduire la vie à une seule facette. Il faut tout simplement la considérer comme une composante normale d'une vie riche et ouverte à la complexité des choses. Le fait d'accepter la tristesse n'est-elle pas finalement un moyen supplémentaire d'accéder au bonheur? Je dirais plutôt à la joie. Alors que le bonheur est un désir superficiel de contentement, la mélancolie permet d'accéder à une vie plus joyeuse. Comme le dit le poète britannique du 19e siècle, John Keats, dans son Ode sur la mélancolie, la beauté de la vie ne peut être pleinement perçue sans la conscience de l'éphémère et de la finitude. En appréciant la beauté d'une chose, la peine nous envahit aussitôt parce que cette chose est déjà en train de mourir. Le lien entre la mort, la peine et la joie est une condition indispensable pour apprécier la beauté de la vie. Dans les moments très intenses, les sentiments qu'on éprouve sont souvent un mélange de joie et de peine. Ben voilà, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce que je vous disais au tout début. Personnellement, je n'ai jamais cessé de penser à ma propre fin et à la fin des gens qui m'entourent. J'y pense en fait tous les jours. À tous les jours, je pense à la mort. Plusieurs fois par jour même. Des fois même, écoutez, je prends l'autobus et je regarde par la fenêtre et je me dis c'est la dernière fois que je regarde ce paysage-là. C'est incroyable comment tout à coup, à ce moment-là, il devient magnifique, devient beau, devient surnaturel presque. Ce n'est pas rien, cette expérience de vie sur Terre. Hein? Ce n'est pas rien. Alors, ce sentiment-là de mélancolie, ben, j'étais content de le partager avec vous. Faites-en bon usage. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, donc, vous connaissez la suite. Hein? Vous la connaissez, la suite. Allez, je vous embrasse tous. Au revoir.